Bon, bah vous vous souvenez, c'est souvent hein, dans les dernières vidéos là du coup, de cette petite pulsion d'idées, bah c'était pareil. J'ai regardé la dernière série, je vous spoil déjà la première, on s'en fout, sur Conor McGregor, que je connaissais pas du tout, l'UFC, MMA, etc. Je me suis dit, putain ça motive tellement de fou ces séries, il y a tellement, je pense, de séries à découvrir sur Netflix. D'ailleurs, qui n'a pas Netflix ici ? Le premier qui répond dans les commentaires de la vidéo YouTube, comme ça on est dans la merde. On fait comme sur Twitch. Bienvenue dans cette vidéo YouTube. Je vous présente 5 séries Netflix qui motivent de fou. Genre t'as envie de prendre un Red Bull, d'enfiler tes baskets et d'aller courir 10 bornes. Peut-être pas après, hein, mais moi c'est ce que ça me fait. Bienvenue, on s'installe et on commence par la première qui est McGregor Forever. Je connaissais pas du tout son parcours. J'ai adoré le voir en mode très intime, comme c'est très bien le faire à chaque fois Netflix. C'est un peu like Formula One Driver, c'est vraiment dans ce style-là. On est dans les pires et les meilleurs moments de la vie d'un athlète de très haut niveau qui a une telle mentalité, une telle abnégation, une telle façon de voir tous ces problèmes en opportunité et en chance de faire mieux. Putain, franchement, ça ferait fermer des gueules à beaucoup. C'est incroyable. Vraiment, tu regardes ça, tu dis « Ah ouais, moi en fait, avec mon problème de mail ce matin, ça va, c'est pas... » Tu vois, genre, tu relativises beaucoup. Il y a des combats qu'il prépare, je ne savais pas, pendant 6 mois, pendant 1 an. Il arrive, premier round, cheville cassée. Et il fait « Non, mais on fera mieux la prochaine fois. » Tu fais « Non, mec, en fait, à un moment, tu peux chialer comme tout le monde et dire « Je suis déçu. » C'est incroyable. Ça donne une force de regarder cette série. Bon, j'ai retenu quand même quelques citations qui, pour moi, me touchent parce que ça va toujours dans la motivation, dans le fait de faire mieux, etc. Je suis très peu à l'aise en fait comme ça. Je suis presque mal à l'aise avec vous, mais je me dis d'un autre côté, on est en mode Netflix and chill, tu vois. Quand on travaille dur, on est récompensé. Ce qui fait la différence, c'est le travail et l'engagement. Que se passe-t-il si vous perdez? Je ne l'envisage même pas. Mon cerveau ne traite pas cette info. Tout ce que je sais, c'est que je n'envisage pas la défaite. Et j'en suis sûr, hein. Il y a un moment où, enfin, tu le vois, la scène d'avant avec sa famille, bébé, le petit yacht, tout va bien, tu vois, financièrement, ça va, il peut s'arrêter quand il veut. Et non, et la séquence d'après, c'est quand je vais dans la cage, je sais que je peux y laisser ma vie. Ça me dérange pas. Tu fais, attends, parce qu'en fait, juste avant, t'étais sur le yacht avec ta famille, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'infliges ça? Et tu vois que le mec est tellement matrixé par un sport de haut niveau qu'il lui procure, je pense, une telle sensation de dopamine quand il rentre dans cette cage. Je suis admiratif, je serais incapable. Moi, tu me mets une pichenette sur le nez, je tombe, je serais incapable. C'est exceptionnel. Troisième citation complètement dingue que j'adore parce que je pense vraiment que ça peut tous nous aider à mieux comprendre l'importance des petites victoires. Il faut tout planifier. L'heure de l'entraînement, l'heure du coucher et s'en tenir au programme. Ça sert à rien de prévoir quelque chose si on ne le fait pas. Une petite voix dans ma tête me disait « Réveille-toi, c'est l'heure !» mais je ne me suis pas levé. C'est l'heure de t'entraîner, mais je ne l'ai pas fait. Ne mange pas ça, mais je l'ai mangé. Ne bois pas ça, mais je l'ai bu. Ce sont toutes ces petites choses qui m'empêchent d'être plus fort mentalement. Des petites défaites? Oui, c'est ça, exactement. Des petites défaites plutôt que des petites victoires. Bah, je vais faire un McDo, Abby, dis-moi. Allez, série suivante. Alors, la série suivante, c'est sur l'histoire de Spotify. Ça s'appelle The Playlist. Ah, j'ai adoré. Ça, je pense que c'est la série qui définit parfaitement ce qu'est la résilience. Un entrepreneur technologique suédois et ses partenaires ont décidé de révolutionner l'industrie de la musique avec une plateforme de diffusion. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, pour nous, les plateformes de streaming, c'est complètement commun. Moi, j'ai quand même connu le piratage illégal, j'ai connu le fait d'acheter des titres à l'unité à 99 centimes sur iTunes et j'ai connu ce que c'était que d'acheter des albums et des CD au tout début pour mes anniversaires. Quand j'avais l'album de Eminem, j'étais trop content, fallait que je prenne le lecteur CD et que je le mette dedans. Okay, c'est juste pour remettre dans son contexte. Là, tu vois tous les échanges, le business, le mindset d'un mec qui est en train d'aller taper à la porte de toute l'industrie musicale et de leur dire c'est super, vous vendez des CD, vous vendez des albums, etc. Bah en fait vous allez plus du tout les vendre à l'unité, donc ça va vous rapporter beaucoup moins de fric parce que à ce moment-là tu penses pas au mass market, tu te dis pas bah, je vais toucher des gens qui de base n'achetaient pas mes CD, je vais peut-être pas toucher les plateformes de streaming qui vont intégrer de la publicité. Et tu vois tout le business model de Spotify arriver petit à petit avec cette idée de génie qui, parce qu'au début il te dit mais on peut pas faire payer les gens pour écouter de la musique, ça va être gratuit. T'expliques à des maisons de disques que tu vas leur prendre leur musique et que tu ne leur rapporteras pas d'argent. C'est ce qu'ils entendent, eux. Parce que toi, t'as déjà l'idée du visionnaire qui est je vais intégrer des publicités et je vais pouvoir écouter des musiques gratuitement en écoutant des publicités avant mes musiques pour avoir un abonnement gratuit. Et à un moment, pour que le business model se déclenche, on voit comment est-ce que l'offre premium est arrivée, c'est-à-dire je paye tous les mois et j'ai accès en illimité à la musique
sans publicité. Il y a 6 épisodes et ils durent tous quand même 1 heure en moyenne. Mais c'est trop intéressant pour en savoir plus sur l'industrie musicale et je pense que ça nous touche tous puisqu'on est tous contents le matin dans le métro, dans les transports, dans le bus d'écouter notre musique. Voilà, c'est la série que je retiens et que je voulais vous conseiller, The Playlist. Allez, 3e série, là il faut se préparer à chialer. Je sais que dans les contenus Twitch, YouTube et autres, souvent je parais presque pour le mec donneur de leçons, machin, pas d'émotion et tout. Si, moi je chiale hein, dans les séries comme ça de motivation. Vraiment, c'est incroyable. La 3e série, c'est évidemment The Last Dance, l'histoire de Michael Jordan. Retour sur les années fac et les premiers pas à la NBA de Michael Jordan, les Bulls s'envolent pour Paris alors que la tension monte avec leur directeur Jerry Krause. Je pense que si tu pouvais me décrire un surhomme, ça serait Michael Jordan. C'est incroyable. Il pouvait prédire les shoots qu'il allait faire. Il avait une telle détermination qu'à chaque fois qu'il voulait faire quelque chose, il se persuadait que ça allait être le cas pour que ça se passe. Il portait un moment toutes ses équipes avec lui vers la victoire. Tu vois, mais bref, en plus de ça, là, récemment, et si vous voulez en savoir plus, allez sur notre podcast Speakeasy avec Manuel et Léo. On a fait un dernier épisode sur le biopic Air, qui est l'histoire du coup du contrat de Nike avec Michael Jordan. Cette fois-ci, c'est sur Amazon Prime. Qui n'a pas Amazon Prime ici ? Voilà, allez, le deuxième pour Amazon Prime, c'est dans les commentaires YouTube. Vous l'avez pas vu venir celle-là, hein, parce que ceux qui sont là au début qui ont mis moi, bah, il faudra mettre moi Netflix. Parce que si tu mets pas moi Netflix ou si tu mets pas moi Amazon Prime, tu gagnes rien du tout. Voilà, c'est moi qui décide, c'est de ma chaîne YouTube. J'en ai rien à faire du basket. J'y connais rien en basket, j'y connais rien en NBA. Et je vous assure que j'ai pris un pied fou à regarder cette série. C'est une source de motivation, d'inspiration, tellement on peut comprendre toute l'abnégation, la force, le travail qu'il y a acharné dans des heures et des heures et des heures d'entraînement pour essayer d'atteindre le geste parfait que tu n'atteindras de toute façon jamais de ta vie. Il n'y a pas de geste parfait, t'es un être humain. Et pour autant, tu vois un petit bonhomme, franchement, tu le vois sortir de la fac. Là, il n'y a pas grand monde au début qui croit en lui. Je crois que j'ai chialé au moins 3-4 fois dans cette série. Et j'ai retenu évidemment quelques quotes de Michael. C'est là-haut. Gagner à un prix et diriger à un prix. J'ai donc tiré les gens vers le haut quand ils ne voulaient pas être tirés et j'ai défié les gens quand ils ne voulaient pas être défiés. Et j'ai gagné ce droit parce que mes coéquipiers m'ont suivi. Ils n'ont pas enduré les choses que j'ai endurées. Plus facile de suivre que de vouloir être suivi. Tu m'étonnes. Demandez à tous mes coéquipiers. La seule chose à propos de Michael Jordan, c'est qu'il ne m'a jamais demandé de faire quelque chose qu'il ne faisait pas, putain. Quand les gens verront ça, ils diront qu'il n'était pas vraiment un bon gars, qu'il était peut-être un tyran. Eh bien, c'est vous, parce que vous n'avez jamais rien gagné. T'es en mode... Mais de toute façon, tu peux me dire ce que tu veux, t'es Michael Jordan. Genre, t'as fait des trucs que personne n'a fait dans le monde, c'est incroyable. Ma personnalité innée est de gagner à tout prix. Si je dois le faire moi-même, je le ferai. Voilà. Allez, foncez sur Netflix. Série suivante. Alors. Non, mais parce qu'une vidéo où on parle pas d'argent, c'est pas une vidéo sur Romain Laneri, quoi, tu vois. C'est quand même un moment trop intéressant. Vraiment exceptionnel. L'art d'être riche avec Ramit Sethi. C'est un conférencier, il fait aussi il vend des formations, etc. Il permet aux gens pauvres, aux gens de la classe moyenne, aux gens riches, aux gens très très riches, de mieux gérer leur argent. Ça parle à tout le monde et c'est des trucs, mais tellement tout con, mais qu'on ne fait jamais pour comprendre ce qu'est l'argent, comment à certains moments il peut travailler à notre place et faire fructifier notre patrimoine à notre place. À quoi faut-il faire attention avant de vouloir acheter son premier appartement, avant de vouloir acheter une maison? Est-ce que c'est intéressant d'acheter une maison en fonction de qui tu es, de ton niveau d'endettement? C'est quoi un niveau d'endettement? Tu découvres aussi toute l'industrie, mais de la dette. Aux US, t'as des couples, ils ont 4 cartes de crédit avec 20 000 balles de dette par carte. C'est un truc de fou, c'est ce on connaît pas ça en France à ce point-là. Nous, on fait 2 prêts, on est déjà... tu vois, eux, là-bas, il n'y a pas de problème. Ils vont dans une banque, ils ouvrent un compte, ils prennent une carte, il y a 30 000 dessus, et puis ils rembourseront quand ils rembourseront. Les taux d'intérêt, etc., c'est de la folie pure. C'est vraiment intéressant pour tous. Encore une fois, je le répète, si vous avez peur de l'argent, c'est intéressant. Si vous n'aimez pas parler d'argent en couple, c'est super intéressant. Si vous voulez mieux comprendre ce qu'est l'argent et justement arrêter d'en avoir peur, arrêter de le mettre de côté, etc. et de se dire « Ah, je verrai plus tard, je constitue ma petite retraite, mais je sais pas trop à quoi ça va ressembler », c'est trop intéressant, c'est tourné en mode télé-réalité. Donc même pour le plus con d'entre nous, c'est très facile à digérer. C'est comme si tu regardais Les Anges de la télé-réalité. C'est comme quand tu prends un médicament un peu dégueulasse et que juste après, tu prends un smoothie. Tu vois, c'est un peu... Bah, c'est l'art d'être riche, c'est un peu ça, tu vois. C'est... Tu passes un bon moment, tu peux être un peu sur ton ordi en train de regarder des mails, et à 2-3 moments, tu lèves la tête et tu fais... Ah, pas con. Ça, je retiens. Voilà, l'art d'être riche, c'est sur Netflix encore une fois. J'ai beaucoup aimé cette série qui m'a permis de faire d'ailleurs mon premier
plan de dépenses. J'avais jamais fait. J'entreprends depuis que j'ai 16 ans. Moi, tout ce que je connais, c'est le chiffre d'affaires, le bénéfice, soit le grain de riz, soit le caviar, en fonction du bénéfice, quoi. Tu vois, c'est aussi simple que ça. C'est soit t'as réussi, soit t'as merdé. Voilà. Et après, il y a au milieu, le travail. Mais je ne savais pas faire un plan de dépenses. Je savais pas me dire, ok, c'est quoi tous les montants que je paye, par exemple, tous les mois de façon récurrente, etc. Qu'est-ce que je peux supprimer? Qu'est-ce que je peux renégocier? À un moment, il dit un truc trop intéressant. Il dit, mais les banques, c'est pas censé être vos ennemis, c'est censé être vos amis. Elles comptent sur vous en tant que client. Elles vont peut-être vous garder pendant 50 ans. Donc, quand il y a des banques qui vous prélèvent des frais, etc., levez la main et posez la question à quoi correspondent ces frais. Est-ce que vous pouvez m'aider à les faire supprimer parce que je ne voulais pas de base engranger ces frais, je n'avais pas conscience de ça, etc. Tu peux le faire. T'as le droit de lever la main. T'as le droit de mieux comprendre ce qui se passe. T'as le droit de renégocier tes assurances chaque année. Beaucoup ne le font pas. Les assurances automobiles, les assurances de la maison, tu peux challenger 2 entreprises ensemble pour essayer de gagner 100 ou 200 euros par an, mais c'est quand même colossal. Sur 10 ans, ça fait 2000 euros d'économiser, tu vois. J'ai adoré cette série, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses que je n'avais pas moi-même réalisées. Voilà. 5e série, The $1 Billion Code. Alors, ça c'est fou et j'ai quand même envie de traiter certaines personnes d'enfoirés. Hein. Voilà, il faut le dire. Quand tu vois là, la série, elle t'explique l'histoire et l'invention de Google Maps. C'est incroyable. Tu vois, je crois que c'était le salon, ça s'appelle comment? C'est le salon universel? Non, c'est l'exposition universelle, merci Thomas. Il présente une map, mais enfin, genre un globe terrestre sur des roulis là, enfin bref, tu sais, le truc qui tourne, moi je sais plus faire ça, moi je fais ça sur l'écran, ça s'appelle comment? Un globe terrestre, une map monde. Appelez ça comme vous voulez, vous m'emmerdez. Hein. Et là, tu vois un écran en face, et tu vois les gens à l'exposition universelle prendre le globe, le faire tourner, s'arrêter à un point et voir l'image dans l'écran zoomé pour voir la maison dans laquelle on avait grandi quand on était petit, etc. L'histoire tient sur un storytelling parfait parce que c'était pas du tout, vous allez voir, c'est incroyable, c'était pas du tout prêt pour être présenté, c'était mal développé, etc. Les personnes qui arrivent et qui testent, ils avaient regardé toute leur vie avant pour pouvoir justement se dire, bon, il va peut-être aller dans la rue de quand il était petit, alors il faut qu'on charge la map de quand il était petit, etc. Et ils ont récupéré des photos de base qu'ils n'avaient pas le droit de récupérer, prises par des satellites, parce qu'ils n'avaient pas accès à ça au départ. Tu vois un email, un seul échange email avec Google, et ils ont eu le malheur d'annoncer un prix pour qu'il soit racheté par Google, le prix étant inférieur aux frais d'avocat si Google leur volait l'idée et qu'ils les traînaient en justice. Google leur vole l'idée et détiennent aujourd'hui la technologie qui permettait d'avoir les informations en mode inversé. En fait, ce que tu comprends là, c'est aussi des techniques hardware et software en te disant, ok, en fait, si mon téléphone devait être capable, quand je vois la map monde sur Google Maps, de charger les moindres rues pour me les afficher, ça marcherait pas. Donc il faut qu'on invente un logiciel et un code inverse qui fasse que quand je zoome, le logiciel détecte quelle rue je vais devoir charger pour les charger en sens inverse. En fait, il les charge comme si tu faisais un dézoom plutôt qu'un zoom. C'est incroyable à comprendre. Tu vois tous les coulisses. Dans le Berlin des années 90, Karsten, un jeune étudiant en art et un geek qui s'appelle Jury, invente une nouvelle façon de voir le monde. Des années après, ils font un procès à Google pour violation de brevet. Sans TerraVision, il n'y aurait pas eu Google Earth. Imaginez que vous puissiez voler de l'espace à n'importe quel endroit de la Terre. Cette série est folle et ça t'apprend surtout que le premier qui parle a perdu. Voilà, c'est tout. Et là, tu la comprends bien. Des enfoirés, vraiment. C'est vraiment des enfoirés. Ça vaut vraiment le coup de comprendre et de regarder l'histoire. Bah, j'espère que ça vous a plu. Moi, c'est tout, hein. J'avais envie juste de vous faire cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre en commentaire toutes les séries que vous me recommandez aussi. Et je sais pas, pour une fois, on se donne un objectif. Plus de 5000 likes sur cette vidéo. 5000, ça fait quand même beaucoup, mais on va essayer. Si tout le monde like cette vidéo, on refait un épisode 2. Voilà, sur d'autres. À très bientôt. Salut!